L'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Louis-Philippe Dubé, en compagnie de Gabriel Gélina, encore une fois cette semaine. Salut LP. Salut Gabriel. Ben là, il fait beau, il fait chaud, l'air climatisé est dans le tapis depuis 2 semaines. Mais nous autres, on n'arrête pas de travailler et on n'arrête pas de conduire des véhicules. En fait, cette semaine, on a beaucoup d'actualités parce que la semaine dernière, on était absents tous les deux. Puis là, il y a plein d'affaires qui sont arrivées dans la sphère automobile. On a une émission quand même assez chargée parce que après les actualités, on va recevoir Frédéric Lambert du site Electrek qui va venir nous parler de véhicules électriques chinois. On en parle souvent, Gabriel, ici à l'émission, mais on n'a jamais pu mettre la main sur un véhicule, évidemment, parce que ils sont un petit peu loin. Mais Frédéric Lambert a été capable d'aller en Chine pour essayer certains véhicules. Fait qu'on va discuter de ces véhicules-là avec lui et des enjeux qu'il pourrait apporter là, à l'électromobilité là, au Canada. Et puis, on va finir avec nos essais. Évidemment, tu as essayé la Mercedes-Benz CLA, la toute nouvelle Mercedes-Benz CLA électrique. Moi, j'ai essayé le Volvo XC60. Donc, sans plus tarder, une nouvelle quand même importante cette semaine, le Mazda CX-5, un véhicule qu'on a pensé pendant un bout de temps qu'elle allait peut-être être mis de côté à cause du CX-50 et c'est pas du tout le cas. Le CX-5 a été renouvelé pour 2026 avec des nouvelles technologies puis un nouveau look. Oui, surtout, en fait, chez Mazda, on voulait toujours avoir, on misait sur les deux, le CX-5, CX-50. C'était sûr que c'était un petit peu confus au niveau de l'approche marketing ou de l'approche stratégie de vente. Là. Mais le CX-5, c'était présenté comme le VUS urbain, alors que le CX-50, c'est peut-être plus le VUS d'aventure ou enfin off-road, etc. Et là, maintenant, on va se retrouver avec ce nouveau CX-5 qui va seulement arriver 2026, printemps de 2026, donc quand même un certain délai, mais qui déjà suscite beaucoup d'intérêt parce que dans les modifications qui ont été apportées au modèle, bon, évidemment, le véhicule est un peu plus long, les dimensions ont progressé, le volume de la soute, en fait, de l'espace cargo de ce véhicule-là a aussi progressé. Ouais. Un tout nouvel intérieur avec un gros écran maintenant tactile, parce qu'on sait que Mazda, pendant longtemps, a été réfractaire à ça pour des raisons de sécurité dans un premier temps. Tu avais des compromis dans l'ancien CX-5. Tu as mentionné le volume de chargement. C'était quelque chose qui était un peu désavantagé dans le segment. L'écran, le contrôle du système d'infodivertissement, combien de fois qu'on s'est plaint. Là, maintenant, on l'a. Le gros écran, je pense que c'est 15,6 pouces là, qu'on a grossi, puis aussi qu'on a possiblement rendu un petit peu plus facile à utiliser. Côté moteur, Gabriel, c'est quand même curieux. Oui, ça, c'est un peu la surprise parce que bon, on se retrouve avec le 4 cylindres, mais sans le turbo. Fait que c'est 2,5 litres de 187 chevaux. 187 chevaux. Qu'on dit qu'ils ont modifié un petit peu le tuning ou la calibration du moteur de façon à fournir un peu plus de couple. Ouais. Et leur idée aussi, c'est d'avoir un bon équilibre entre les performances et aussi la consommation de carburant, parce que ça aussi, c'est un facteur pour Mazda. Mais c'est un peu curieux, selon moi, de délaisser le turbo. Par contre, au niveau des ventes, quand on regarde les ventes du modèle, on s'aperçoit que ce qui se vend le mieux pour le CX-5, c'est évidemment le modèle de base avec le moteur atmosphérique et non pas le moteur turbo qui représente à peine, je pense, 10% ou un peu plus, peut-être un peu plus que 10, entre 10 et 20% des ventes. Je pense que toi puis moi, on aimait beaucoup ce moteur-là, puis on l'aurait choisi. Par contre, comme tu le soulèves, le commun des mortels, c'était pas mal de 2.5, avec une vieille transmission qui demeure la 6 vitesses. Oui, mais ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est une ancienne boîte, et le fait que tu n'aies pas une boîte à 8 rapports fait en sorte que tu viens jouer un petit peu sur ta consommation, surtout à vitesse d'autoroute. Par contre, pour ce qui est de la conduite, c'est une boîte qui fait vraiment bien le travail, avec l'étagement des rapports qui est vraiment très, très bien. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut donner à Mazda, parce que quand ils conçoivent un véhicule, pour eux, le plaisir de conduire, ça demeure toujours au centre des priorités. Mm-hmm. Ils n'arrêtent pas de dire, et avec raison, qu'il y a un peu de l'ADN de la MX-5 dans tous leurs véhicules, et c'est vrai. Mm-hmm. Et bon, évidemment, c'est sûr que
pour ce qui est de l'économie de carburant, c'est clair que 8 rapports au lieu de 6, ça ferait une différence. Ben c'est ça, parce que je pense que tu le dis bien, Mazda est vraiment passé dans l'art de rendre un véhicule sous-puissant, le fun à conduire. Puis là, ça passe par la boîte à 6 vitesses mieux étagée. C'est ça. Puis, et surtout, une chose, au moins, c'est pas une CVT. on va se dire ça en partant. Consolation. Exactement. Consolation. Je me souviens du CX-5, la première génération de ce véhicule-là. J'étais au lancement, c'était en Californie, et on avait roulé sur le circuit de Laguna Seca. Parce qu'à cette époque-là, Mazda était commanditaire en titre du circuit de Laguna Seca. Oui, il y a un gros logo quand tu rentres Mazda. Là. Ça s'appelait Mazda Raceway à Laguna Seca et tout. Et on conduisait ce véhicule-là qui avait un moteur de 2 litres à l'époque, atmosphérique, 4 cylindres, 2 litres. Et on conduisait ça sur le circuit à Laguna Seca, un circuit que je connais bien, sur lequel j'ai roulé avec un paquet d'affaires. Ouais. Et je me souviens, quand je suis sorti de la voiture, je me suis dit, il n'y a d'aucune façon on aurait pu conduire aussi vite avec un RAV4 ou avec un CR-V cette journée-là. Ouais. Parce que au niveau de la dynamique, au niveau du châssis, au niveau des suspensions, tout ça, Mazda, ils mettent vraiment le paquet de ce côté-là. Puis, on l'a vu, ça, c'est quelque chose qui a toujours été présent dans toute l'évolution des générations de ce modèle-là. Ouais. Et c'est sûr qu'il y a peut-être moins de gens qui aiment ça, qui recherchent ça aujourd'hui. Ben oui. Quand on regarde surtout un VUS de taille compacte, les gens sont plus portés peut-être sur l'espace. Oui, parce qu'on compromettait un peu là, avec le CX-5, avec la visibilité, l'espace de chargement, etc. C'était sous les autres. Mais ça reste les VUS qui sont les plus fun à conduire. Ouais. Dans cette gamme de prix-là. Exact. Écoute, Skyactiv Z qui s'en vient chez Mazda, parce que là, on parle d'un seul moteur, mais il y a des technologies motrices en approche. On mise beaucoup chez Mazda sur l'efficacité thermique, parce que comme moi, tu as été dans des présentations Mazda qui ont duré 2h30 de temps sur l'épaisseur d'un casing de différentiel et comment que ça a amélioré la traction. Écoute, moi, je trouve ça fascinant qu'on nous explique tout ça, mais c'est une propriété de chez Mazda, on fait ça. Et puis Skyactiv Z, on va amener des technologies qui vont pousser le moteur à combustion avec des technologies hybrides, évidemment, mais à son meilleur de l'efficacité parce qu'on ne croit pas avoir tiré le maximum du moteur à combustion chez Mazda. C'est sûr qu'il travaille beaucoup le moteur thermique, le développement du moteur thermique. Ouais. Et aussi que tu parlais du hybride, parce que les gens vont se dire tout de suite, OK, ils vont prendre la motorisation hybride de Toyota, comme c'est le cas à l'heure actuelle dans le CX-50 hybride. C'est littéralement la motorisation du RAV4 qu'ils ont pris. Mais ce n'est pas le cas pour le nouveau modèle hybride du CX-5. Cette nouvelle motorisation, ça va être développé là, par in-house, Mazda, comme on appelle évidemment. À l'interne. Ouais. Et ce ne sera pas simplement un emprunt ou un achat de la technologie de chez Toyota. Ouais. Et ça, c'est assez intéressant parce que tu regardes Mazda, c'est un tout petit constructeur quand tu regardes l'industrie automobile japonaise, mais il se concentre vraiment sur des choses, des aspects très, très précis. Puis le développement technologique, ça a toujours été au sommet de leur priorité. Gabriel, cette semaine, tu t'es sauvé pour aller essayer un véhicule à Mercedes-Benz CLA qu'on va parler tantôt, mais aussi tu as embarqué en tant que passager dans un véhicule électrique qui est quand même assez performant, la Ioniq 6 en version N. Oui, exactement. Alors, j'étais du côté de Goodwood, en Angleterre, le Festival of Speed. Et c'est là que Hyundai, la division N de Hyundai, a décidé de dévoiler cette nouvelle variante de la Ioniq 6, qui est la Ioniq 6 N. Sans surprise, reprend plusieurs éléments de la Ioniq 5N que l'on connaît déjà. Oui. Donc, véritablement un véhicule de performance. On parle d'une motorisation qui développe 641 chevaux dans le cas du modèle, lorsqu'on enclenche le système N-Green Boost, le départ canon. Puis il est plus beau en plus, on le remarque, le Ioniq 6 avec la devanture est un petit peu plus audacieuse. La ligne, on la conserve, on le voit à l'écran là, pour ceux qui nous regardent à la télévision. Ça a quand même évolué, le côté stylistique. Oui, surtout si tu regardes ici la partie avant, là, on voit très bien
que, premièrement, la Ioniq 6 pour 2026, c'est ce nouveau look avec la partie avant, les nouveaux blocs optiques un petit peu plus fins et tout ça. Dans le cas de la 6N que vous voyez ici, la grosse ouverture, tout ce que vous voyez en noir, là, ça, c'est l'ouverture pour le refroidissement avec des volets mobiles. Évidemment, quand on n'a pas besoin de refroidissement, ils se ferment pour avoir une meilleure efficacité pour ce qui est de... Ça se ferme en hiver, là. Exactement. Mais surtout aussi, l'aileron arrière, ça, c'est un bijou, ce petit aileron-là. Il est vraiment magnifique. Et c'est presque une sculpture quand tu le regardes. Okay. Mais surtout, il crée de l'appui, mais sans pénalité de retenue de la voie, de traînée de coefficient de traînée. Ça, juste pour ça. Puis bien intégré en plus, le côté style, là, c'est assez cool. Il pénalise pas le style du véhicule non plus. Non, du tout. Puis bon, évidemment, ce qui est cool avec la Ioniq 5N, comme tu le sais, c'est tous les modes que tu peux avoir, le mode drift, le mode aussi où ça simule les changements les palettes de changement de vitesse. Et donc, ils nous ont fait une démonstration justement parce qu'ils ont roulé la voiture sur le circuit, le fameux Hill Climb. Ils ont fait une démonstration aussi de tout ce que l'on voit, de faire des bangs littéralement avec la voiture qu'on a pu capter. En mode drift, là, justement. Là, okay. Et donc, c'était assez surprenant de voir la réaction des gens. Justement, vous le voyez ici. Ça, ce modèle-là, c'est Ioniq 6N. Bon, alors, Ça a l'air facile. C'est assez... Oui, c'est très, très, très facile. Mais ce qui était assez impressionnant, c'est qu'à chaque fois que tu voyais quelqu'un faire de la drift sur ce circuit-là, cette partie du Hill Climb, avec un moteur à essence, tu entends le moteur. Là, ici, tu entends juste les pneus, ou à peu près. Oui, c'est ça. C'est la caractéristique spéciale. Puis un peu plus tard, ils m'ont invité à prendre place à bord d'une Ioniq 6N pour faire l'ascension du fameux Hill Climb de Goodwood. Vous avez vu des vidéos sur YouTube, il y en a à l'appel de ça. Ouais. Et donc, une fois à bord, là, ce que l'on voit, c'est assez... Là, tu entends le faux son de moteur. Parce qu'il n'y a pas de moteur thermique dans cette voiture-là. C'est juste un moteur électrique qui tourne au maximum à 21 000 tours minute. Et par contre, tu as les sensations au volant. Le blip en plus. Exactement, quand tu rétrogrades. Tu as les sensations d'une voiture à motorisation thermique. Et c'est ça qui fait un peu le charme de la Ioniq 5N et maintenant aussi de la Ioniq 6N qui reprend, encore une fois, la même motorisation, la même technologie. Bon, évidemment, comme la Ioniq 6N, c'est une voiture qui est beaucoup plus basse que le Ioniq 5N, qui est presque un pseudo-VUS. Là. Le centre de gravité est plus bas. Ils ont revu la géométrie de la suspension en fonction du poids de l'auto et aussi de son gabarit, de sa taille et tout ça. Donc, ça va donner quelque chose d'assez intéressant. C'est sûr que c'est un marché très, très niché. Des 5N, ils en vendent pas énormément. Mais là, ils ont décidé d'offrir aussi la Ioniq 6N. Et donc, c'est toute cette division-là aussi, N chez Hyundai, c'est pas vieux. Là. Ça date dans quelques années. C'est 10 ans. Ouais. C'est à peu près 10 ans. Ça a commencé avec des voitures comme la i30N, ces choses-là. On a vu le Veloster N aussi chez nous. Ensuite, les Elantra et puis Kona que l'on voit. Mais ce sont des gens qui sont très, très à l'écoute de leur clientèle, qui est une clientèle, bon, c'est pas une... Encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'historique. C'est pas comme la division M de BMW ou AMG chez Mercedes et tout, mais ils sont très, très à l'écoute. Et on veut aller chercher des clients, des marques allemandes. Là, et surtout, ils sont très à l'écoute aussi de ceux qui ont acheté des Ioniq 5N, qui était le premier véhicule électrique pour cette division-là, et pour concevoir justement la nouvelle Ioniq 6N. Et donc, ça, c'est intéressant de voir jusqu'à quel point, parce que, bon, on le sait, là, chez BMW, souvent, l'édition M, ils font leur affaire, puis des fois, la clientèle n'est pas satisfaite. Oui. Mais chez Hyundai, ils ont une autre relation. Ils sont très, très à l'écoute de leurs clients, puis ça donne des bons résultats. Wow. Ben, un autre véhicule qui va bouffer des pneus, sans précédent. Puis, ben, avec énormément de puissance, si vous voulez faire des donuts avec votre Ioniq 6, c'est à la pression d'un bouton, je pense, avec ces deux
véhicules-là, mais c'est quand même intéressant de voir que le constructeur veut pousser un peu la performance là, du côté électrique. Puis je pense qu'il va y avoir une demande pour ça là, qui va être bien établie pour ceux qui veulent justement faire de la conduite sportive en véhicule électrique. Là, je veux parler d'une véhicule, une nouvelle de l'industrie on parle souvent de Nissan. Ça va pas bien. L'alliance avec Honda ne s'est pas passée comme prévu. Les tarifs, ça l'aide pas. Puis là, ben, un peu comme tous les autres constructeurs, Nissan fait un peu la chaise musicale, essaie de se restructurer. On a appris la semaine dernière, si je me trompe pas, que Nissan allait arrêter d'importer au Canada 3 véhicules. Là, je pense que c'est le Nissan Frontier, le Murano. Et puis, un autre véhicule, là, le Pathfinder, pardon, qui sont assemblés aux États-Unis, qui sont pas un gros volume au Canada, mais quand même, ça montre un peu comment que ça bouge du côté des constructeurs. Puis là, ben, on pense qu'on va utiliser l'empreinte manufacturière de Nissan, qui est sous-utilisée un peu aux États-Unis, pour assembler des véhicules Honda. Oui, ça, c'est assez intéressant comme dynamique parce que, bon, évidemment, moi, je me souviens d'avoir été du côté de Smyrna, au Tennessee. Dans le temps, ça remonte à loin, là, quand ils construisaient des Altima là-bas, puis d'autres voitures comme ça. Et d'être fasciné de voir jusqu'à quel point c'était, à l'époque, la plus grosse usine Nissan au monde était au Tennessee, à Smyrna, pas loin de Nashville. Et bon, ben maintenant, ils ont développé des usines au Mexique et tout. Mais toujours est-il que la présence de Nissan aux États-Unis est quand même ils sont très imbriqués là-dedans. D'ailleurs, le siège social de Nissan est à Nashville, USA. Et donc, ils ont maintenant aussi une usine à Canton. Oui, au Mississippi, oui. C'est celle-là qui est en question, là, où on assemble les véhicules que j'ai mentionnés. C'est ça. Et donc là, comme tu as des grosses usines avec une grosse capacité de production, puis si tu produis des véhicules qui ne se vendent pas vraiment, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu peux peut-être justement faire une co-entreprise. C'est ça, carrément louer tes installations. Permettre à un autre constructeur de construire des véhicules dans cet endroit-là. Surtout pour Honda aussi. C'est convoité, là, une empreinte manufacturière. On en parle combien de fois, Gabriel, que ça prend des années bâtir une usine. Si tu as de l'espace sur des lignes d'assemblage, t'es capable de monétariser ça. Puis surtout pour un constructeur comme Nissan, qui en a besoin. Là. Et tout le réseau local de fournisseurs, d'équipementiers, de pièces et tout ça. Et le réseau de distribution aussi, pour une fois que les véhicules sont fabriqués, pour les envoyer un peu partout sur le marché. Donc, quand tu as une usine qui est là, qui est déjà un pôle, ben toutes ces choses-là sont déjà en place. Donc, c'est beaucoup plus facile pour un constructeur, pour Honda, de faire quelque chose comme ça que de construire une nouvelle usine. Ben oui, on veut préciser aussi que ça ne sera pas des Nissan Honda, ça va être des véhicules qui vont être dessinés et conçus par Honda, mais bien assemblés aux États-Unis. C'est pas fait encore, mais c'est de trouver des manières un peu de faire fonctionner ces infrastructures. On a également appris avec Automotive News que Nissan pensait amener l'Armada et le QX80 aussi aux États-Unis, ce qui est un move qui est très intéressant pour le constructeur parce que c'est pas mal là que ça se vend. Puis ben, maintenant, avec les tarifs, c'est très désavantagé comme véhicule, surtout à ce prix-là. Une autre nouvelle de l'industrie, là, on est en enregistrement pour l'émission un petit peu à l'avance parce qu'on s'en va essayer d'autres véhicules cette semaine. Et puis, ben, plus tard, quand vous allez écouter cette émission-là, ben, le nouveau venu chez Subaru va être dévoilé. Un nouveau venu avec un nom assez particulier, Uncharted, qu'on appelle chez Subaru. Puis ben, d'après les images qu'on a vues et d'après la logique automobile, ben, on s'attend à ce que ça soit un peu un clone là, du Toyota CHR qui a été dévoilé, un véhicule électrique plus petit que le BZ. Là. Donc, de ce côté-là, ben, on voit les quelques images que l'on a vues. L'image qu'on a en ce moment, qu'on voit le véhicule s'en aller, il est Uncharted parce qu'on le voit pas. Mais... Exact. Mais clairement, c'est clairement ça. Là. Ça va être la version Subaru du Toyota CHR, au même titre que le Solterra était la version Subaru du BZ, etc. Oui. Il faut mettre à profit cette plateforme-là qu'on a développée, qui n'a pas été un succès au départ. Il faut la décliner là, pour que ça soit plus... Exactement. Donc, ce véhicule-là, présenté à New York, en première mondiale, c'est assez bizarre qu'on choisisse un endroit comme New York pour essayer
de lancer un petit VUS Uncharted, ouais. Mais enfin, bref. Donc, de ce côté, écoute, c'est clair qu'une fois que la technologie est développée par Toyota et tout, donc de proposer sa propre version de ce véhicule-là avec un nouveau look, avec un nouveau design pour ce qui est de l'intérieur, on imagine. Donc, de ce côté-là, c'est une façon pour Subaru d'avoir des véhicules électriques à peu de frais. Évidemment. Puis, on peut mentionner quelques caractéristiques du CHR. On va s'attendre à avoir juste la version chez Subaru à double moteur là, pour le rouage intégral qui développe 338 chevaux, une autonomie 465 chevaux au max parce que justement, c'est la version CHR à double moteur. Kilomètres. 465 chevaux, 465 kilomètres, ça devient beaucoup de chevaux pour un petit véhicule comme ça. Puis on parlait également d'un volume de chargement derrière la deuxième rangée qui peut aller jusqu'à 720 litres probablement pour la version à simple moteur du CHR, mais on peut s'attendre à avoir un bon volume de chargement pour cette version-là. Uncharted, encore là, on vous dit, ça se peut que les détails changent complètement d'ici le dévoilement du véhicule. On va avoir l'occasion de s'en parler la semaine prochaine, puis on va avoir plus d'images pour vous de cette nouveauté-là chez Subaru. Alors, au retour, nous autres, on va parler avec Frédéric Lambert de Electrek, qui a été essayé des véhicules électriques chinois en Chine. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Bon, Gabriel, les véhicules électriques chinois, on en a parlé souvent, non seulement des véhicules électriques qui sont assemblés en Chine par des marques à l'extérieur de la Chine, mais aussi une panoplie de marques de véhicules sur le territoire chinois qui assemblent des véhicules électriques. Puis, on les a vus de proche ou de loin. On est impressionné par la qualité, mais on n'a pas mis la main sur ces véhicules-là pour en faire l'essai. Puis aujourd'hui, j'ai cru bon inviter M. Frédéric Lambert, qui est cofondateur et rédacteur en chef du site Electrek aux États-Unis. Si vous êtes électromobiliste, je pense que vous connaissez Electrek. Puis, Frédéric Lambert, c'est un gars de la Montérégie, si je ne me trompe pas. Salut, Fred. Salut, merci de l'invitation. Merci d'être avec nous. Écoute, moi, je t'ai suivi un peu de ton voyage en Asie en général, mais aussi en Chine parce que tu étais là pour aller essayer quelques véhicules. Qu'est-ce que j'aimerais savoir avant qu'on parle des chars, là, parce que c'est sûr qu'on va parler de tes impressions de conduite, mais j'aimerais ça avoir un peu l'impression que tu as eue quand tu es arrivé en Chine au côté véhicule électrique. La popularité, les incitatifs, comment que les gens perçoivent ça sur le terrain parce que tu y étais. Oui, c'est sûr qu'en la Chine, c'est un gros pays, puis c'est différent à plusieurs endroits. Moi, j'ai focusé sur Pékin. Là, j'ai été à Pékin surtout pendant une semaine et demie de temps. Fait que c'est très différent si tu t'en vas à Shenzhen, si tu t'en vas à Shanghai. Mais oui, c'est sûr que moi, ça fait 10 ans que je suis dans le milieu du véhicule électrique. Je me considère un peu comme un expert. Là. Ça fait 10 ans que je reporte là-dessus à temps plein. Mais tu deviens plus humble en arrivant là-bas, puis tu te rends compte que tu connais pas ça tant que ça parce qu'il y avait tellement de marques de voitures que j'ai jamais entendu parler, que j'ai jamais vu. Puis ils sont ultra populaires là-dedans. Ici, on parle beaucoup de BYD parce qu'ils sont très gros à l'international. Ouais. On parle de NIO, on parle de Xpeng. C'est des compagnies qui ont une petite présence à l'international, surtout en Europe, pas tant ici. Mais il y en a 80 marques de même en Chine, puis ils sont ultra populaires, puis ils ont des bons véhicules qui ont une bonne valeur, qui sont pas trop chers. C'est vraiment, ça trouve les yeux vraiment sur... On pense qu'on connaît l'industrie parce qu'on connaît l'industrie en Amérique du Nord, en Europe, mais la Chine, c'est un autre marché en soi. Mais c'est surtout, il y a énormément de marques il y en a qui apparaissent, il y en a d'autres qui disparaissent aussi rapidement. On a l'impression que c'est un marché qui est en constante évolution et surtout que le rythme auquel ça avance, ça n'a rien à voir avec l'industrie automobile nord-américaine ou même européenne. Non, ils appellent ça Chinese speed, la rapidité chinoise, c'est une vraie, c'est aucun doute. La compagnie principale pourquoi j'ai été allé, c'était Xiaomi, qui est une compagnie de personal electronics. Ils se voient comme le Apple de la Chine un peu. Puis avant 2021, il n'y avait pas de division de voitures électriques du tout. Maintenant, ils sont en 2025, 4 ans plus tard, puis ils ont le meilleur vendeur pour les sédans premium, là, au-dessus de 30 000 l'équivalent de 30 000 US, mais en Chine. Ce qui est un produit qui est très populaire là-bas, mais très peu ici, là. Ah, c'est... Le segment, là, je veux dire, c'est ici, on n'en parle quasiment plus. Quand on en parle, c'est triste en maudit, mais là-bas, c'est très populaire, là.
C'est ça. Là-bas, tu peux avoir quelque chose qui serait très niche, là, tu sais, admettons, comme on pourrait parler d'un station wagon, admettons, là, ça se vend plus ici, là, mais là-bas, c'est pas super populaire non plus comparativement à d'autres, mais tu peux avoir un petit marché niche qui est quand même des centaines de milliers d'unités par année là-bas. C'est être gros en Chine et être gros ailleurs, c'est comme deux choses différentes. C'est intéressant qu'est-ce que tu soulèves parce que justement, c'est la population, la densité, puis tout ça. Comment... En Chine, il y a des incitatifs pour faire l'achat des véhicules électriques. Est-ce que ça fonctionne un peu comme ici ou comme ça fonctionnait aux États-Unis? Explique-nous un petit peu en quelques mots l'achat, l'expérience d'achat là-bas. Qu'est-ce que les gens peuvent bénéficier? Oui, ils ont des bénéfices directs à l'achat comme on a ici, comme qu'il y avait aux États-Unis, comme qu'il y a encore aux États-Unis pour un trimestre. Ouais. Mais il y a aussi, il y a plusieurs incitatifs différents. Il y a ce qu'ils appellent en anglais le cash for clunkers. Là, si tu remets une voiture plus vieille, tu as un incitatif aussi pour aller avec une voiture électrique qui donne un peu plus d'argent. Mais admettons, à Pékin, par exemple, dans une grande ville, puis ils ont des processus un peu similaires dans d'autres villes aussi. C'est que l'incitatif principal qui fait en sorte que le monde va enlever la voiture électrique, c'est l'accès à une plaque d'immatriculation. Il limite beaucoup l'accès aux plaques d'immatriculation pour des questions de smog, mais aussi des questions de trafic purement aussi. Donc, c'est très difficile d'avoir une nouvelle plaque, mais c'est beaucoup plus facile d'avoir une plaque électrique que d'avoir une plaque de voiture à combustion. Donc, c'est un système, dans le fond, le voiture à combustion, c'est un système de loterie que faut que tu sois chanceux pour être capable d'en avoir une une fois que tu t'achètes un ticket dans le fond de loterie. Wow. Versus les voitures électriques, c'est plus que tu te mets dans une liste d'attente puis éventuellement tu vas tomber dessus. Ça peut prendre du temps dépendamment de c'est quoi le backlog de demandes qu'il y a pour en ce moment pour la plaque, mais au moins tu es garanti d'en avoir une éventuellement. Des fois c'est plus rapide, des fois c'est moins rapide. OK. On sait que la Chine, des fois, politiquement, c'est plus fermé, c'est pas très ouvert avec les médias. On entend beaucoup de choses ici. Des fois, on rapporte des nouvelles, tout ça qu'on nous fait rapporter, mais qu'on veut vérifier le plus de sources possible. Comment que les entreprises sont ouvertes aux médias? Parce que toi, tu as pu fréquenter des gens, notamment la compagnie que tu as mentionnée tantôt, Xiaomi. Comment que ces compagnies-là sont ouvertes aux médias? Est-ce qu'ils partagent beaucoup d'informations comme on voit ici ou c'est un petit peu plus fermé? Là, selon toi? Ben, c'est sûr que le monde sont entraînés pour les médias, là, comme dans n'importe quelle industrie. Là, vous parlez souvent à des exécutifs, des managers, puis tout ça, de compagnies automobiles. Il y en a qui sont mieux entraînés que d'autres, il y en a qui sont plus ouverts que d'autres. Mm-hmm. Mais personnellement, j'ai été agréablement surpris. J'ai eu de la misère à rentrer en Chine. Ça fait un bout de temps. En ce moment, je travaille avec Chris Payne sur la trilogie de films We Killed the Electric Car, Revenge Electric Car. On est en train de faire une trilogie du film. OK. Puis ça faisait un bout de temps qu'on voulait aller en Chine puis filmer en Chine. On avait de la misère à avoir un manufacturier qui nous dit « OK, go, viens-t'en, ouvre les portes, tout ça. Ouais. » Fait que Xiaomi, ils l'ont fait à la dernière minute pendant que j'étais en Corée. On dit hey, « viens-t'en, on a le lancement du YU7 puis on va t'accueillir à travers ça. Wow. » Mais une fois qu'ils ont dit « go », je vais leur donner du crédit. Ils ont été très, très, très ouverts. J'avais mon équipe de tournage avec moi, puis ils nous ont laissé rentrer partout dans leur siège social. Dans leur usine, c'était un petit peu plus limité. Ils nous ont donné un tour de leur usine. Ils nous ont pas laissé filmer. Ils nous ont montré certaines de leurs workshops, mais pas leur assemblée générale, par exemple. Ouais, un peu comme dans n'importe quel constructeur, on n'a pas le droit de voir certaines affaires, puis c'est un peu la même expérience. Hein. C'est ça, donc j'ai pas été tant dépaysé à ce niveau-là. J'ai trouvé que c'était très ouvert. Par exemple, là, c'est vraiment mon expérience avec Xiaomi, puis avec NIO aussi. J'ai rencontré NIO, là, c'était un petit peu plus rapide. C'était juste pour l'essai de la ET9, là, qui est comme leur Maybach local. Wow. Puis ils ont été très accommodants là, pour me laisser essayer la voiture puis tout ça, mais c'est sûr que j'avais pas le temps de visiter là. Mais ils m'ont invité en fait à visiter l'usine, fait que j'aurais pu y aller, j'aurais eu le temps aussi. Là, fait que non, j'ai été agréablement surpris à quel point c'était ouvert. On avait une équipe de tournage partout, tout le monde nous laissait filmer pas mal partout, à part dans les endroits où est-ce que tu t'en entends pas là, de filmer justement. Là. Mais c'est clair que quand on regarde le marché chinois local, bon évidemment c'est un marché immense, il y a une population qui est très très grande dans ce pays-là. Mais on a vraiment l'impression, surtout du côté de BYD et de plusieurs autres marques aussi,
que de plus en plus, ils ont des visées expansionnistes. Ils veulent attaquer d'autres marchés. Ils veulent faire de l'exportation, au même titre que Hyundai et Kia l'ont fait pendant des années, le font depuis des années. Est-ce que tu as senti véritablement un mouvement de ce côté-là? Parce qu'on sait que BYD est très, très présent en Europe. On sait que d'autres marques, Hi-Fi, Xpeng, d'autres que tu as mentionnées, tout ça. Est-ce qu'on sent qu'il y a cette volonté-là chez les constructeurs chinois, chez Xiaomi, par exemple? Oui, c'est ça. Ben, comme tu disais plus tôt, il y a beaucoup de compagnies qui pop-up et tout ça, puis il y en a qui disparaissent, tout ça. Puis tu le vois que ceux qui disparaissent souvent, c'est ceux qui ont déjà pas un bon marché local en Chine, puis là, ils se décident, OK, on va aller essayer en Europe, on va essayer ailleurs, où est-ce qu'il y a encore plus de difficultés à cause du protectionnisme, des tarifs, tout ça. Puis c'est souvent là que ça marche pas. Si tu prends Xiaomi, par exemple, j'étais un des 2 seuls médias nord-américains, là. Fait que tu voyais qu'ils ne sont pas intéressés vraiment en Amérique du Nord pour des raisons très claires. Là, le 100% de tarif, c'est dur à surpasser. Mais il y avait beaucoup de journalistes européens qui avaient été invités au lancement du YU7 qui pointent vers probablement qu'ils veulent lancer ça en Europe bientôt. Ceci dit, ils ont eu 200 000 réservations, puis des réservations solides, parce que tu as 5 jours pour te faire rembourser. Après ça, c'est non remboursable. Ils en ont reçu 200 000 en 3 minutes. Puis ils ont déjà un backlog d'à peu près 50 semaines de commandes pour la SU7. Okay. Donc, les compagnies qui sont bonnes en Chine ont déjà de la misère à fournir, satisfaire la demande chinoise. Donc, pourquoi qu'ils se lanceraient en Europe tout de suite ou dans d'autres marchés s'il y a encore un gros backlog de demande en Chine? Fait que t'as ce problème-là en ce moment. Mais oui, dans le cas de Xiaomi, c'est clair qu'ils veulent se rendre en Europe. Si le marché serait ouvert en Amérique du Nord, je suis sûr qu'ils le feraient aussi. Mais oui, en ce moment, ceux qui ont déjà en train de satisfaire le marché chinois, comme BYD, c'est ceux qu'on voit plus en ce moment en Europe et en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est et tout ça. Les 2 véhicules que tu as mentionnés, YU7, on en a parlé à la dernière émission, une couple de semaines de ça, puis également, tu vas nous parler brièvement de NIO, là, un véhicule quand même assez spécialisé, la façon que tu nous en parles. Côté technologie, là, parce que nous autres, on regarde les technologies, on a pu voir, par exemple, juste la modèle Y qui a été assemblée en Chine, qui était tellement un cran vraiment au-dessus, là, puis toi, t'en saurais quelque chose parce que tu couvres là, spécialement beaucoup de choses à propos de Tesla. Qu'est-ce que les technologies qui t'ont impressionné le plus dans la conduite que tu as faite de ces véhicules-là? Mais dans le cas de Xiaomi, je m'attendais à être impressionné par l'électronique, c'est sûr, parce que c'est ça leur spécialité. Ouais. Donc, toute l'intégration, connexion électronique, tout ça, je savais que ça allait être impressionnant. Puis, ça a surpassé mes attentes qui étaient déjà hautes, là, parce que c'est à cause que je n'étais pas assez connaissant de à quel point la Chine est avancée à ce niveau-là, là, parce que le responsiveness, à quel point que c'était fluide, l'écran principal, les connexions avec le téléphone, le phone mirroring que tu peux avoir sur le téléphone, l'intelligence artificielle que dans la voiture, c'est pas des commandes vocales, c'est vraiment une conversation. Là, c'est sûr que je parle pas chinois, là, mais je le voyais avec tout le monde qui était capable d'avoir des conversations avec la voiture, que c'est comme vraiment avoir un chat GPT qui est dans la voiture. Je sais qu'il y a certains manufacturiers qui commencent à l'intégrer, là, mais j'ai jamais vu une intégration aussi complète. Donc, tout ça, c'était vraiment impressionnant à ce niveau-là. Puis Xiaomi est bonne à faire aussi pas mal des petites choses, comme maintenant, ils ont des montures pour accessoires à travers le véhicule au complet, puis ils sont alimentés d'électricité, ces petites montures-là. Donc, tu as des adapteurs que tu peux juste mettre dessus, puis tu peux connecter ta GoPro, tu peux connecter un chargeur de téléphone, tu peux connecter facilement des choses dessus. C'est toutes des petites affaires de même qui sont vraiment bien faites. Ouais. Mais qu'est-ce que j'avais j'avais un petit peu moins confiance, c'était le côté voiture, parce qu'il n'y avait pas de division de voiture il y a 4 ans, là, tu sais. Puis c'est ça que j'ai vraiment été impressionné. Surtout que j'ai eu la chance de aussi conduire le SU7, qui était sorti juste 1 an avant. Puis j'ai conduit une des versions, appelle ça les Founders Edition, là, les premiers qui sont sortis. Mm-hmm. C'était une des 2000 premières voitures que Xiaomi a faites. Puis elle tenait son bout, elle était encore bien faite. Elle avait 70 000, autour de 100 000 km dessus. Puis elle était encore bonne, mais tu voyais que c'était pas une voiture aussi raffinée que le YU7. Le YU7
c'est vraiment une voiture très complète. C'est sûr que là, c'est une version pré-production qui sont probablement passés dessus avec un compte, tout ça, pour avant de le donner aux médias. Mais c'était le fit and finish était parfait, ultra confortable, super silencieux, ce que tu t'attends dans une voiture de luxe. Puis on parle d'une voiture qui commence à l'équivalent de 40 000 $ canadiens à peu près, là. Ouais. C'est la valeur qui est vraiment impressionnante. C'est quand tu compares tout ce que tu as une batterie de 100 kWh là-dedans, tu as 0 à 100 en 3 secondes, tu as un look qui est copié de la Ferrari Purosangue, là, on se cache pas, là, mais quand même. T'as une voiture qui ressemble à une Ferrari pour 40 000 $. Ouais, c'est ça, parce que quand on parle de prix, c'est un peu ça, là. Et puis, c'est l'essence des discussions qu'on a au Canada avec ça, c'est comment qu'on est capable de mettre la main sur des véhicules plus abordables. Puis là, tu parles de ce véhicule-là, qui a tous ces attributs-là. On parle d'une vitesse de recharge de combien? Parce que nous autres, on entend beaucoup de nouvelles de la Chine qui sont capables d'atteindre des vitesses de recharge fulgurantes. Puis, la rapidité, je suis sûr que dans un lancement, on n'a pas l'occasion de charger le véhicule soi-même, mais j'imagine que du côté de Xiaomi, on a quand même fait des bons progrès, là. Ouais, ben j'avais demandé de voir si je pouvais avoir une recharge complète dessus, juste parce que c'était impressionnant. Je m'en souviens pas, c'était autour de 10 minutes pour le 80% de recharge qui parlait, mais ça, c'est pour la version Max. Donc, ils ont 3 versions. Ils ont le standard, Pro puis Max. Le standard et Pro utilisent la même batterie de 96 kWh de LFP. Donc du lithium phosphate, mais la version Max est un petit peu plus énergie dense, 101 kWh, puis celle-là c'est du NMC qu'ils utilisent comme technologie. Puis c'est celle-là que sur du 800 volts, c'est sûr que là il faut que tu ailles une borne de recharge 800 volts, il y en a pas tant que ça partout, mais en Chine il y en a quand même pas mal. Là ton temps de recharge est fulgurant, là, c'est vraiment impressionnant. Et puis là le BYD qui ont sorti leur système à 1000 volts. Donc, ça commence à se déployer. Là, l'infrastructure elle commence à arriver en Chine, puis ils veulent l'amener en Europe aussi, BYD. On a vraiment l'impression qu'ils ont une longueur d'avance, bien plus qu'une longueur d'avance pour ce qui est du développement de la voiture électrique et justement aussi la capacité de charge, la recharge rapide et tout. Mais la question que tout le monde se pose, c'est justement ça. Au niveau, par exemple, tu parlais de l'aspect voiture, tu parlais de la qualité de finition, ces choses-là, mais au niveau de la tenue de route, au niveau on sait que ça accélère rapidement, ça va, là, mais des suspensions, liaison au sol, tout ça, confort, est-ce que tu as été impressionné par le YQ7 et les autres véhicules? Oui, vraiment. Le YQ7, la suspension, probablement, tu as suspension à air là-dessus aussi, qui est dans ce segment-là, est pas ultra populaire, là, juste dans le plus haut de gamme, si tu vas dans un Audi Q6, ça fait quelque chose comme ça, oui, peut-être, mais à ce prix-là, non. Fait que tu as une suspension à air, double wishbone en avant, 5 lignes indépendantes en arrière. La voiture est lourde. OK, les Chinois, ils ont où est-ce qu'ils n'ont pas encore d'avantage comparativement à Tesla puis peut-être Hyundai, Kia, tout ça, c'est au niveau de l'efficacité. Donc comment ils utilisent leurs électrons là, qu'est-ce qu'ils vont faire à la place? Ils sont plus prêts à en mettre plus dedans là, c'est ça. Fait que, pour compenser. Une batterie à 100 kWh, c'est ça, ils compensent à ce niveau-là. Une batterie de 100 kWh dans ce segment-là, tu vois pas ça vraiment. Tu sais. Donc c'est ça qu'ils vont faire à la place. Puis c'est sûr que ça tu te retrouves avec une voiture plus lourde. Aussi, ils sont bien gros, mettent beaucoup de features dessus. Donc, une voiture à 40 000 $ avec des 2 sièges capitaines en avant qui font 0 gravité, massage, tout ça. Tu rajoutes du poids avec toutes ces features-là. C'est sûr que tu sens le poids de la voiture, mais ils ont fait la suspension en conséquence, tout ça. Puis là, j'ai essayé aussi la NIO ET9, qui est, elle a la suspension de Clear Motion que tu vois dans les dernières Taycan, puis la Audi GT, tout ça. Ouais. Ça, c'est incroyable comme suspension. Là. Ça, là, c'est sûr que ça l'ajoute à... comparativement à Audi et Porsche, qui l'ont plus tuné pour la performance sportive puis tout ça, la ET9 est plus au niveau du confort, mais c'est quasiment un overkill au niveau du confort. Là. C'est incroyable. Mais on parle d'une voiture qui est l'équivalent d'à peu près 80 000 $ en Chine, comparativement à une Porsche Taycan puis une Audi GT, que je pense pour avoir cette suspension-là, tu te retrouves à
150 000, ouais. on se trouve. Est-ce que tu parles d'utilisation efficace, comme tu dis, de la batterie. Est-ce que tu penses qu'une voiture, par exemple, de ce type-là au Canada ou au Québec à moins 30, moins 35, bon, tout l'hiver, là, est-ce qu'elle performerait moins hypothétiquement parce que justement, le système de gestion est pas le fort là, de ces constructeurs-là? C'est sûr que oui puis non, parce que avoir plus d'énergie dedans, ça compense à ce niveau-là aussi. Ouais. C'est sûr qu'ils sont pas tous en train de tester pour les climats froids comme le nôtre. Là. Ouais. Xiaomi, eux, ils le font là, parce que tu le vois qu'ils veulent aller en Europe bientôt. Fait que pour le YQ7. Ils ont déjà tout fait les crash tests, ils ont tout au niveau de la safety, c'est tout au niveau pour les standards européens, nord-américains. Même chose au niveau des conditions froides, même chose au niveau des conditions chaudes. Ils ont des places pour tester ça en Chine, mais ils n'ont pas tant de centres de population qui vit dans des endroits très froids. Je comprends. Mais ils sont en train de s'adapter pour ça. Non, en ce moment, là, tu le vois, là, leur mindset, c'est on fait des produits qui globalement seraient très populaires. C'est juste qu'ils attendent d'avoir l'opportunité de les amener, comme ici, mettons que les tarifs s'en vont, ça serait. On a vraiment l'impression, là, tu sais, que à la limite, même des gars comme Farley, chez le CEO de Ford, disent qu'ils ne seront jamais capables de compétitionner avec ces véhicules-là si ces véhicules-là arrivent. C'est vraiment ça l'impression que l'on a. On a l'impression que si on ouvre si on enlève la barrière, si on ouvre le barrage, ça va être une déferlante là, qui va arriver. Mais en même temps, c'est peut-être pas une mauvaise chose, parce que finalement, on pourrait se retrouver avec des véhicules électriques performants et surtout qui coûtent beaucoup moins cher. Oui, c'est ça. Toi, Frédéric, dans ton milieu, ça te dit quoi? Parce qu'on se demande, le débat est, est-ce qu'on fait rentrer les véhicules chinois? Est-ce qu'on les fait pas rentrer pour protéger notre empreinte manufacturière? Il y a des enjeux de vie privée, des enjeux de données aussi qu'on a soulevés, non seulement avec la Chine, mais également des équipements russes. Toi, t'en penses quoi de tout ça? Est-ce qu'au Québec, est-ce que le Canada, le Québec aurait besoin des véhicules chinois électriques? Là, c'est sûr qu'on voit les ventes de voitures électriques en ce moment depuis les tarifs sur les États-Unis, puis vice-versa, que c'est pas encourageant. Ouais. Donc, faut prendre une décision. Est-ce qu'on pense si on veut atteindre nos objectifs d'adoption de voitures électriques, est-ce qu'on est capable de le faire dans ce climat-là ou est-ce que les États-Unis sont vraisemblablement hostiles envers nous autres au niveau des échanges? Mm-hmm. Nous autres, on a mis des tarifs l'année passée sur les Chinois en partie pour protéger les Américains et notre manufacture locale, là, qui est surtout des pièces, là, qui est moins les assemblages total. Donc, moi, je pense qu'à la limite, au moins, on devrait ouvrir la porte à une discussion avec la Chine, voir, OK, si les Américains sont hostiles avec nous autres, y a-t-il moyen d'ouvrir la porte aux Chinois avec des tarifs moins élevés en échange de eux, ils peuvent investir aussi dans notre milieu automobile ici, que ce soit de la manufacture locale, que ce soit on a beaucoup de matériaux, de ressources naturelles ici qui sont utilisés dans les batteries, qui sont utilisés en fer, qui sont juste pas exploités en ce moment parce qu'on n'a pas le financement pour aller les partir, ces mines-là. Mais il y a des choses qu'on peut faire à ce niveau-là. Il y a de la négociation à faire, là, que si on avait un bon leadership, je pense qu'il y aurait des opportunités intéressantes. Et il faut surtout pas perdre de vue que les manufacturiers chinois, plusieurs, en fait, sont déjà présents en Amérique du Nord sur le territoire du Mexique. Tu sais, alors, il y a déjà une présence BYD, là. Exactement, BYD et d'autres marques. Donc, et c'est clair que je pense que BYD aura un très grand intérêt pour vendre ses véhicules ici au Canada. Ça, c'est clair. Frédéric Lambert, merci d'être passé. C'était fort intéressant d'avoir ton point de vue sur l'automobile assemblée en Chine, l'automobile électrique assemblée en Chine, puis avoir quelqu'un qui était sur le terrain. T'as quand même travaillé fort, je pense, pour être capable de rentrer et d'aller nous rapporter ça, puis venir nous en parler. Merci encore. Ouais, ça fait plaisir. Merci de l'invitation encore. Salut. Le guide de l'auto. Gabriel, il y a quelques années de ça, j'ai été à Munich pour assister au dévoilement de la nouvelle Mercedes-Benz CLA, entièrement là, refaite. Un véhicule qui prétendait
vouloir prendre des parts de marché de la Model 3 chez Tesla. Je pense que c'est quelque chose qui va être facile à faire en ce moment pour un peu tout le monde, là, parce que la Model 3 elle souffre un petit peu. Par contre, toi, tu as été l'essayer cette semaine. Le produit final, en fait, qui n'était pas final quand moi je l'ai vu, mais toi, tu as essayé la voiture terminée. Oui. Écoute, on peut vraiment parler d'une métamorphose pour la CLA de Mercedes-Benz. Bon, évidemment, on garde le concept là, de la voiture, le coupé à 4 portes et tout ça, mais on passe maintenant d'une motorisation thermique, parce que c'était une voiture à moteur à essence avant, maintenant à une motorisation électrique avec une nouvelle architecture, une nouvelle plateforme qui s'appelle MMA pour Mercedes Modular Architecture, qui va servir de base pour plusieurs modèles électriques à venir, mais surtout aussi, et c'est ça qui est important, parce que c'est un changement de direction pour Mercedes-Benz, cette plateforme-là peut être adaptée aussi pour des moteurs à essence, pour des modèles hybrides. Ces choses-là. D'ailleurs, il va y avoir une version hybride de la CLA avec un nouveau moteur 4 cylindres, 1,5 litres, avec moteur électrique, petite batterie d'1,3 kWh. Mais ça va venir plus tard. Pour l'instant, on va avoir droit simplement au modèle électrique. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que bon, c'est une plateforme MMA qui a une architecture, un système électrique de 800 volts qui permet des recharges rapides sur courant continu jusqu'à 320 kW. C'est quand même beaucoup. Oui, on est dans la partie supérieure. Oui, c'est ça. Pour une batterie NMC de 85 kWh. Donc, possible de passer de 10 à 80 % de charge en 22 minutes à peu près si on a branché une borne qui est capable de livrer justement 320 kW et dans des conditions idéalement. Maintenant aussi, la direction canadienne de la marque est consciente du fait que des bornes qui sont capables de livrer ce genre de courant-là sont un peu moins... on en retrouve moins ici au Canada. Mais toutes les CLA qui vont être vendues au Canada vont être dotées d'un convertisseur de courant, donc permettant la recharge justement sur un système de 400 volts évidemment, et non pas de 800 volts. Il y a des nouveaux moteurs. Ils ont développé de nouveaux moteurs électriques pour cette voiture-là. Et ce qui est particulier, c'est, bon, évidemment, il y a la CLA 250+, qui a un seul moteur à l'arrière, sur le train arrière, et il y a la 350 4MATIC avec un deuxième moteur qui est sur le train avant. Le moteur arrière, qui est commun aux deux autos, il y a une boîte à 2 rapports là-dessus. Exactement un peu comme sur la Porsche Taycan. Donc, tout ça, c'est fait en fonction d'avoir une meilleure économie d'énergie, puis d'avoir un petit boost au niveau des performances aussi. Mais c'est vraiment plus du côté de l'efficience qui sont... Quand le véhicule roule sur l'autoroute, on met l'accent sur l'efficacité, le coasting, puis après ça, quand on a besoin d'accélération, on profite des accélérations pleinement avec la première vitesse. Oui, exactement. Donc, en mode confort, le changement de la première au deuxième rapport, c'est aux alentours de 60 km/h. En mode sport, c'est plus du côté de 110 km/h. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la CLA 350 4MATIC, le moteur qui est à l'avant, c'est un moteur beaucoup plus compact et qui est désactivé la plupart du temps. C'est seulement lorsque les conditions d'adhérence le demandent qu'il va être activé ou si le conducteur accélère fortement qu'il va être activé. Mais règle générale, c'est juste le moteur arrière qui fait avancer la voiture en croisière. 268 chevaux avec la voiture à moteur unique, 349 avec deux moteurs. Des accélérations qui sont vives, mais pas stupéfiantes. Là, encore une fois, on a véritablement misé sur l'efficience. À quel point? Moi, j'ai conduit une 350 4MATIC à 2 moteurs sans trop faire de vitesse, là, sans trop abuser de l'auto. 14,5 kWh au 100 km. C'était ça notre moyenne. Donc, c'est vraiment très, très bon de ce côté-là. Freinage régénératif très performant, aussi avec un mode Intelligent Recuperation qu'ils appellent, qui tient compte de l'environnement dans lequel la voiture évolue, tout ça, la densité de la circulation, tout ça. Donc, on anticipe que la consommation, l'autonomie réelle, de la CLA 250 à moteur unique voisine d'à peu près 600 km, puis à peu près 585 peut-être pour celle avec 2 moteurs. Donc, c'est vraiment... Comment c'est du sérieux, là? Super aérodynamique comme voiture, coefficient de 0,21. Ça, c'est parmi les meilleurs de l'industrie. Écoute, on regardait les premières Mercedes EQ là, qui semblaient avoir tellement compromis sur le style pour avoir un coefficient de traînée qui était vraiment, vraiment intéressant. Puis on les aimait pas à les regarder, mais on se disait, ben c'est pour la forme. Là, on a un véhicule qui ressemble à une Mercedes puis qui a un coefficient qui est intéressant. Qui est efficace. Ça, c'est intéressant aussi. L'autre truc qui est cool, c'est qu'ils ont développé un nouveau système de télématique, un nouveau système d'exploitation, le nouveau MB-OS. Qui est assez intéressant et qui permet, par exemple, des choses comme évidemment les mises à jour via
via la toile et tout ça, mais aussi l'intégration de services ou de fonctionnalités venant de compagnies tiers comme Microsoft ou Google. Donc, tu as, par exemple, ChatGPT qui est sur l'auto ou Gemini qui est on en parlait tantôt du côté des constructeurs asiatiques. Là, et donc, tu as ça. Et donc, tu peux converser justement avec la voiture en anglais. Je l'ai fait au cours de l'essai. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'aime nécessairement. Non plus, mais je voulais vraiment faire... J'utilise même pas ChatGPT dans ma vie, là, fait que je ne l'utiliserai pas dans l'auto. Juste pour faire le test aussi avec mon collègue qui est avec moi dans la voiture, qui elle, s'est amusée à poser quelques questions. Et donc, ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais est-ce que... Pour ceux qui le veulent. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que c'est vraiment essentiel? Il faut croire que pour certaines parties de la population, peut-être. Clientèle, là, oui. C'est ça, certaines clientèles, ça peut l'être. Mais pour le reste, très peu pour moi, merci. OK. Voilà. Ça, on a-tu des dates sur quand ça va arriver? Exactement. Donc, on parle du printemps pour les modèles 2026. OK. Pas d'informations pour ce qui est du prix. Oui, évidemment. Maintenant, évidemment, on va le savoir seulement plus. Et pour ce qui est de l'année modèle 2026, on n'aura pas droit à la version hybride. Ça va venir seulement plus tard au Canada. OK. Voilà. Pour ma part, j'ai essayé un véhicule qui a évolué énormément dans les dernières années, le Volvo XC60. Je dis ça avec beaucoup de sarcasme parce que chez Volvo, quand ça bouge pas tant que ça. C'est très conservateur. Ça évolue au rythme d'un glacier. Oui, les glaciers évoluent assez rapidement, mais quand même assez lentement dernièrement. Mais un véhicule qui a quand même été très important chez Volvo parce que on a vendu 2,7 millions d'exemplaires depuis sa création. C'est plus que la Volvo 240, en fait, la bonne vieille Volvo 240 qui a mis le constructeur Volvo sur la carte de cette manière-là. Donc, le XC60, ça, on voit les images, c'est le EX30 Cross Country. C'est pas le bon véhicule. Par contre, celui-là aussi, je l'ai essayé. On va en parler la semaine prochaine. Mais pour le XC60, on garde essentiellement les mêmes motorisations, B5, T8, qui est la motorisation hybride enfichable. Bon, évidemment, le modèle que j'ai essayé, moi, c'est la T8. On a 455 chevaux. Toujours extrêmement performant comme véhicule, linéaire dans ses accélérations. On choisit pas une Volvo pour la performance pure et dure. Hein. C'est un véhicule qui est toujours aussi confortable. On va chercher entre 50 et 60 km en autonomie électrique, en mode électrique. Je vais te dire que c'est suffisant maintenant, mais dans les prochaines années, il va falloir bouger un petit peu plus chez Volvo parce que chez Mercedes, on est capable d'aller en chercher beaucoup plus. Par contre, pour le moment, c'est suffisant. On a mis la grille de calandre en avant du XC90, des nouveaux coloris, des nouvelles designs de jantes, mais essentiellement, le XC60, on a un véhicule qui ressemble beaucoup au véhicule sortant. On a augmenté à l'intérieur la dimension de l'écran de 9 pouces à 12,2 pouces, là, je pense, là, pour l'écran central, puis qu'on a encore un peu de difficulté à intégrer les fonctionnalités simples là, chez Volvo. Moi, je me rappelle, le système Sense qu'on avait au début, je le trouvais correct, il y avait besoin d'amélioration. On a embarqué Google, c'était pas tout à fait là. Là, on a Google built-in, c'est pas encore tout à fait là. On a encore un peu de difficulté avec les commandes de ventilation. Écoutez, c'est un détail parce que je trouve que l'intérieur du Volvo XC60 n'a pas vieilli parce que c'est un design scandinave et on le sait, le design scandinave, c'est éternel, donc c'est quand même très apaisant. Une cabine silencieuse comme jamais du côté de chez Volvo. C'est très un habitat qui est très, très silencieux. Bon, évidemment, on s'attend à voir peut-être certaines améliorations du côté de l'infodivertissement, mais avec Google Built-in, tu es capable d'utiliser les commandes vocales « Hey Google », puis d'aller chercher. Si tu veux pas quitter les yeux de la route, ça fonctionne, je l'ai essayé, il n'y a pas de problème, mais on préfère des boutons manuels, des leviers plus analogiques, puis on les aura probablement pas. Mais somme toute, un véhicule très confortable. Du côté du prix, j'ai pas des prix exacts en ce moment, mais on a la variante que je voulais mentionner, Polestar Engineer, qui revient. C'est pas un modèle en soi, c'est un ensemble d'équipements Polestar Engineer qui revient pour 2026. Écoute, si on veut un peu plus de sportivité dans un XC60, c'est avec ça.
Par contre, on compromet sur le côté confort là, avec les amortisseurs Öhlins puis tous les équipements plus axés sur la performance de ce côté-là. Mais je pense que si je me fie au prix de 2025, on augmente de 30 000 là, versus le modèle de base pour Polestar Engineer, donc c'est quand même assez dispendieux. Donc, c'est tout pour aujourd'hui au Guide de l'auto cette semaine. On a parlé beaucoup de véhicules électriques dans les 2 dernières semaines. La semaine prochaine, on va vous donner un petit peu plus de gaz, quelque chose qui sent un petit peu plus parce qu'on va parler de l'International des voitures anciennes de Granby, qui est la voiture, qui est l'événement, le plus important de son genre au Canada. Et puis, on va recevoir, bien évidemment, Antoine Joubert, qui est là à tous les ans à l'International de Granby, qui va venir nous parler de ça, un événement qui va se dérouler la fin de semaine prochaine. Donc, soyez des nôtres pour cette émission-là du Guide de l'auto. Merci à tous d'être venus aujourd'hui à l'émission. Salut et bonne route. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.